Il y a plus de 20 ans, l'épouse d'un roi saoudien s'est enfuie, pensant enfin trouver la liberté. Mais la vengeance du roi fut d'une cruauté extrême. Pendant toutes ces années, la femme a tenté de sauver ses filles adultes, détenues sur son ordre. Les princesses ont été affamées, humiliées et droguées aux somnifères pendant des années. En désespoir de cause, Al-Hanoud s'est présentée devant l'ambassade saoudienne à Londres pour exiger la libération de ses enfants. Pourquoi a-t-elle réellement fui le roi? Quel a été le destin de cette femme et de ses filles? Et comment s'est terminée l'une des histoires les plus terribles de la famille royale saoudienne? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la vérité qui a été cachée pendant 20 ans. Al-Hanoud Al-Fayez est né en Jordanie en 1957, au sein de l'une des familles les plus influentes du Moyen-Orient. À peine âgé de 15 ans, son oncle a arrangé son mariage avec le prince Abdallah, futur roi d'Arabie saoudite. Il avait près de 50 ans. Al-Hanoud ne l'avait jamais vu avant le mariage. Elle a simplement été amenée et mariée. Au cours de sa vie, Abdallah s'est marié une trentaine de fois. Il a eu plus de 35 enfants au total. Al-Hanoud est devenue une autre jeune épouse dans un immense palais, où son mari n'apparaissait que quelques heures par semaine avant de rejoindre les autres. Elle lui a donné 4 filles. Ces 4 jeunes filles sont devenues l'unique raison de vivre d'Al-Hanoud dans un mariage où elle n'avait ni amour, ni attention, ni droit de parole. Mais elle n'a jamais pu lui donner de fils. Abdallah accordait une immense importance aux héritiers masculins, et le fait que sa femme ne lui ait pas donné de fils a sonné comme une condamnation pour lui. Il a perdu tout intérêt pour elle. Al-Hanoud ne savait même pas que son mariage était terminé. Elle a appris son divorce par hasard, 2 ans plus tard, mais ne pouvait pas partir. En Arabie saoudite, une femme ne peut ni quitter le pays, ni trouver un emploi, ni même recevoir des soins médicaux sans l'autorisation d'un tuteur masculin. Et son tuteur restait son ex-mari. Pourtant, le roi était considéré comme un réformateur. Il a autorisé les femmes à voter, à étudier à l'université et à travailler. Le monde le louait pour ses progrès. Mais, plus tard, tous allaient découvrir la vérité sur la façon dont il traitait réellement sa propre famille, et cette vérité n'avait rien à voir avec cette image. Les filles ont grandi en princesses, les meilleures écoles, des vacances dans les Alpes, l'été en Europe. Selon les normes saoudiennes, leur père leur accordait une liberté incroyable, que leur mère n'avait pas. Mais elles ne savaient pas qu'elles allaient bientôt la perdre pour toujours. Les années ont passé. Al-Hanoud vivait toujours au palais, divorcée, indésirable, mais enfermée. Ses filles avaient grandi depuis longtemps. La femme a décidé que si elle ne partait pas maintenant, elle ne partirait jamais. Une nuit, avec l'aide d'un des gardes d'Abdallah et d'une organisation de défense des droits de l'homme, Al-Hanoud s'est échappée du palais, a atteint l'aéroport et est montée dans un avion pour Londres. Derrière elle, plus de 20 ans d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Elle voulait emmener ses filles avec elle, mais leur passeport était détenu par leur père, et sans l'autorisation du tuteur, elle ne pouvait pas franchir la frontière. Al-Hanoud se rassurait, ses filles ne risquaient rien. Elles étaient adultes, elles étaient des princesses. Elles avaient un statut et une position à la cour. Mais elle s'était trompée. La réaction d'Abdallah à sa fuite fut immédiate. Il n'a pas poursuivi son ex-femme. Au lieu de cela, il a frappé là où Al-Hanoud aimait le plus au monde. Ses 4 filles sont devenues les otages d'un seul objectif, forcer leur mère à revenir. Elle ne savait pas qu'après sa fuite, ses filles seraient détenues sur l'ordre de leur père, qu'elles seraient affamées, privées d'eau, gavées de médicaments et lentement brisées pour forcer Al-Hanoud à revenir. Elles ont été enfermées dans une vieille villa, 2 filles dans une partie de la villa, les 2 autres dans une autre, sans possibilité de se voir. Ce n'étaient pas des appartements dorés. La villa tombait en ruine, les tuyaux fuyaient, les fenêtres étaient cassées et les murs recouverts de moisissures.
Ce n'était pas un palais, c'était leur prison. Près de la villa, une tour de guet avec des caméras de surveillance a été construite et les portes étaient verrouillées de l'extérieur. La mer arrivait juste au pied de la maison, mais des filets de pêche avaient été installés en profondeur, au cas où quelqu'un tenterait de s'enfuir à la nage. Une camarade de classe de l'une des filles se souvenait d'elle dans un essai, les qualifiant de « belles débutantes dépressives » dans un manoir de marbre. Elle racontait que la nuit, les 4 sœurs aimaient d'en faire la course dans le désert avec des jeeps noirs en écoutant des chansons de Mariah Carey. Et puis, elle a vu aux informations ces jeunes femmes émaciées, suppliant le monde de les aider. Même en captivité, les filles ne sont pas restées silencieuses. Les 4 sœurs critiquaient ouvertement la condition des femmes en Arabie Saoudite, et ce, alors que leur père était loué par le monde entier comme un réformateur des droits des femmes. Pour le roi, ce fut une raison de plus pour durcir la punition afin de cacher la vérité au monde extérieur. Ce qui se passait exactement derrière les murs de la villa, le monde ne l'a appris que grâce à une seule personne. Et cette vérité a choqué tout le monde. En 2008, un médecin américain, Dwight Burdick, qui travaillait pour le service médical de la famille royale, a reçu un ordre, se rendre dans les appartements de l'une des princesses et lui administrer un somnifère, contre sa volonté. Burdick était venu du Texas, en Arabie Saoudite, dans les années 90, attiré par les gros salaires et l'exotisme. Lui et sa femme s'étaient convertis à l'islam, tombant sincèrement amoureux de la culture arabe. Il ne se doutait pas de ce qui se passait derrière les murs du palais avant cet appel. Il a monté l'escalier, en haut se tenait une jeune femme. C'était Ala. De la pop italienne jouait dans la pièce. Burdick a refusé de faire l'injection et a simplement commencé à lui parler. Ensuite, il a examiné les dossiers médicaux des 4 sœurs et a vu que 4 sédatifs différents avaient été prescrits simultanément à chacune. Un autre médecin de la cour appelait les sœurs les raïponces, enfermées dans une tour, coupées du monde. Burdick a tenté de les aider. Il a proposé d'envoyer 2 des sœurs se faire soigner dans une clinique de réhabilitation en Californie. La réponse de la cour royale fut brève. Elles ne quitteront jamais l'Arabie Saoudite. On a dit aux médecins « Si vous tenez à votre sécurité, ne soulevez plus jamais ce sujet ». Ils ne pouvaient pas les faire sortir, mais ils pouvaient au moins les nourrir. Les restes des banquets royaux étaient généralement distribués aux domestiques. Burdick a commencé à les récupérer et à les apporter secrètement aux sœurs. Les restes du dîner du roi sont devenus le seul repas normal pour ses filles. À Londres, Al-Hanoud n'est pas restée silencieuse pendant toutes ces années. Elle a fait de nombreuses tentatives pour sauver ses enfants, par le biais d'avocats, d'appels et de canaux personnels. Rien n'y faisait. En 2014, elle a décidé d'agir au grand jour. Elle s'est postée devant l'ambassade saoudienne à Londres avec des pancartes, a accordé une interview à une chaîne de télévision, le visage voilé par peur des représailles, et a écrit une lettre ouverte à Barack Obama, qui s'apprêtait alors à rencontrer Abdallah à Riyad. Elle ne demandait qu'une seule chose, dites-lui de libérer mes filles. Le Washington Post et le New York Times ont refusé de publier cette lettre. Le sujet était trop délicat. L'Arabie Saoudite étant un allié et un fournisseur de pétrole. Mais la journaliste Fatima Manji a réussi à établir une liaison vidéo avec 2 des filles. Cela s'est produit le jour même où Obama rencontrait Abdallah à 500 miles de là. Pour la première fois, en 10 ans, le monde a vu les princesses. Et elles ont dit à la caméra « Nous sommes des otages. Notre père est responsable de tout. C'est une honte de rencontrer un tel dirigeant. » Et c'est alors que le piège, sans issue, s'est refermé. Après la manifestation de leur mère devant l'ambassade, la nourriture des filles a été réduite. Après l'interview, l'eau a été coupée. Et après le reportage vidéo, elles ont tout simplement cessé d'être nourries. Chaque action publique d'Al-Hanoud donnait au roi un prétexte pour durcir la punition. Si tu te tais, rien ne change. Si tu parles,
c'est pire pour tes filles. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Londres a répondu à toutes les questions de la presse par une seule phrase : il s'agit d'une affaire familiale privée. Peu avant sa mort, Abdallah a dit directement à ses filles : votre situation ne changera jamais, et quand je mourrai, vos frères continueront. Ce n'était pas des menaces de colère, c'était un ordre. En janvier 2015, Abdallah est mort. Beaucoup espéraient que le nouveau roi, Salman, libérerait les sœurs. Rien de tel ne s'est produit. Jusqu'à ce moment, les filles maintenaient encore des comptes Twitter. C'était leur dernier canal de communication avec le monde extérieur. Sahar publiait des photos des murs délabrés de la villa, des appels aux dirigeants mondiaux, des appels à l'aide. Des messages de soutien du monde entier y affluaient. Et puis, juste après la mort d'Abdallah et l'avènement de Salman, les 4 comptes ont été supprimés simultanément. Depuis ce jour, pas un seul message, pas un seul appel, aucun signe de vie, le silence complet. En 2021, le docteur Burdick, il avait alors plus de 80 ans, a appris par des connaissances en Arabie Saoudite, Hala était morte. Cette même Hala qui se tenait en haut de l'escalier et écoutait de la musique italienne. La cour royale a publié une courte déclaration. Une maladie chronique non spécifiée et rien de plus. 6 mois plus tard, une autre fille, Maha, est décédée. Le palais n'a absolument rien dit. Sa mort a seulement été mentionnée en passant sur les réseaux sociaux par une fondation humanitaire au nom du roi Abdallah. Concernant les 2 filles restantes, Sahar et Jawahir, on ne sait rien depuis plus de 10 ans. Certains pensent qu'elles ne sont plus en vie non plus. D'autres espèrent qu'elles sont cachées quelque part. Personne ne le sait avec certitude. Aujourd'hui, Al-Anud Al-Fayez a près de 70 ans. Elle vit toujours seule à Londres. Elle n'a pas vu ses filles depuis 23 ans, depuis sa fuite. 2 de ses filles sont déjà mortes. Quant aux 2 autres, elle ne sait pas si elles sont encore en vie. Elle a fui l'un des hommes les plus puissants de la planète en pensant être sauvée. Mais sa fuite a déclenché une réaction en chaîne qui a détruit la vie de 4 femmes. Le roi Abdallah est mort il y a 11 ans, mais sa vengeance, elle, est toujours là. Pensez-vous que la fuite d'Al-Anud valait le prix que ses filles ont payé ? Écrivez-le dans les commentaires. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. À bientôt.